Bien, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à vous être connectés ce matin à cette présentation de la 25e édition de l'Observatoire mondial des marchés de l'énergie. Donc bienvenue à tous à ce rendez-vous que j'affectionne particulièrement. C'est un moment, vous le verrez, où on prend le temps de livrer un éclairage et un point de vue sur les mouvements qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans un marché de l'énergie en pleine mutation. Un marché qui est plus que jamais au cœur des enjeux de préservation de notre climat et de notre planète. Donc sans être exhaustif et avant de laisser la main à Colette Leviner ici présente et Philippe Vier qui vont revenir sur cette année riche en événements, quelques éléments qui m'ont personnellement marqué cette année. C'est tout d'abord une période et un horizon teinté de beaucoup d'incertitudes. L'invasion de l'Ukraine en Russie par la Russie a bouleversé les grands équilibres. L'inflation et la hausse des taux pèsent sur les investissements qui sont nécessaires à la transition énergétique et la situation au Moyen-Orient pourrait également amener un certain nombre de perturbations sur le marché de l'énergie. C'est ensuite l'engagement des entreprises dans la transition énergétique et dans le développement durable. On voit que c'est aujourd'hui à l'agenda de toutes les équipes de direction, très centré sur la réduction des émissions de CO2 et donc au cœur des préoccupations des dirigeants. On observe aussi, et Colette reviendra là-dessus, un subtil rééquilibrage dans le discours des dirigeants des majors de l'oil and gas. Et c'est enfin, vu de ma fenêtre, le rythme de déploiement des technologies de la transition, le solaire, l'éolien, l'hydrogène, les batteries, qui subit, malgré certaines accélérations, quand même des vents contraires, et en particulier l'éolien offshore, et qui nous invite également à beaucoup de vigilance. On l'avait dit l'année dernière, il ne faut pas troquer la dépendance au gaz russe contre la dépendance vers des pays qui détiennent l'essentiel des matériaux rares qui sont nécessaires au déploiement des technologies de la transition. On doit donc s'organiser dès maintenant autour de la circularité des filières de recyclage pour faire face à cet enjeu. Voilà, bon, j'en ai assez dit et je vais laisser pour l'heure Colette et Philippe revenir plus en détail sur cette année riche en événements encore une fois. Et juste un mot avant de leur passer la parole, vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat et on s'efforcera d'y répondre à la fin de la séquence. Colette, c'est à toi. Merci Thomas. Bah, écoute, tu as presque tout dit. Hein, donc, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et bonjour à ceux qui sont des fidèles de ce rendez-vous, ce que j'apprécie particulièrement. Donc, vous avez vu le titre de notre présentation. Je crois que c'est un point très important. Il faut savoir équilibrer trois types d'actions. Les actions pour lutter contre le changement climatique, les actions pour améliorer la souveraineté et la sécurité d'approvisionnement, et puis tout ça dans un contexte où nos concitoyens peuvent le payer. Alors voilà l'agenda, je vous laisse découvrir. On va revenir sur les crises passées et puis un peu tirer le trait vers l'avenir. On va, et Philippe va le faire en grande partie, parler du progrès des technologies propres. Ensuite, j'adresserai les sujets de souveraineté en essayant d'un peu les détailler. Philippe donnera son avis et notre avis d'ailleurs sur est-ce qu'on est sur le bon chemin pour atteindre le net zéro carbone en 2050. Et puis on va dire aussi qu'il faut s'adapter. Voilà, et puis on partagera avec Thomas les conclusions. Alors, revenons un petit peu sur le passé. Le passé éclaire toujours l'avenir. 2020, le Covid, vous n'avez pas oublié. Et à ce moment-là, il y a eu crise économique, la consommation d'énergie a décru. Et pour la première fois dans l'histoire, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. 2021, au contraire, c'était une année de reprise. Vous voyez les chiffres ici. Et les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté et ont augmenté plus que ce qu'elles avaient décru. Donc le bilan 2020-2021, c'était une augmentation. Alors 2022 a été une année très contrastée. D'abord, les prix de l'énergie ont commencé à augmenter avant l'invasion en février, l'invasion injustifiée d'ailleurs, de l'Ukraine par la Russie. Et puis, évidemment, ils ont atteint des sommets historiques, on va le revoir tout à l'heure. La demande en énergie a légèrement moins augmenté que le GDP parce que les gens avec les prix élevés ont quand même fait attention à leur consommation. Et puis il y a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors 2023 n'est pas fini.
on peut dire qu'on pense qu'il y aura une croissance économique. La croissance énergétique, encore une fois, va décrocher de la croissance économique, ce qui est une très bonne chose. Et puis, on n'a pas les chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre, mais comme la Chine prévoit une augmentation des gaz à effet de serre, nous pensons qu'au total, ça augmentera parce que la Chine est le premier émetteur. Alors aussi, maintenant, on peut rajouter quand même une incertitude importante, qui est qu'est-ce qui va se passer au Moyen-Orient? Est-ce que la guerre va rester limitée autour d'Israël ou est-ce que le Moyen-Orient va s'embraser, ce que bien sûr je ne souhaite pas. Du côté prix, les prix se sont stabilisés, mais à des niveaux plus élevés, je dirais, qu'en 2019, donc avant toutes ces crises. Alors on va regarder en détail un petit peu les prix. Vous avez ici les prix du gaz. Alors vous voyez qu'effectivement, ces prix ont augmenté avec un pic en Europe au deuxième trimestre 2022. Et puis ont décru, mais encore une fois, à des niveaux relativement élevés. Ce qui est intéressant, c'est la courbe jaune en bas, qui est la courbe des États-Unis. Vous voyez que le prix du gaz aux États-Unis est nettement inférieur au prix en Europe et un petit peu en Asie. Pourquoi? Parce que les Américains ont exploité avec succès du gaz de schiste. Alors maintenant, l'électricité. Alors l'électricité en Europe au moins a suivi les prix du gaz. Vous savez que le marché spot de l'électricité en Europe est tel que le prix et le coût de la dernière centrale qu'il faut mettre en service pour assurer l'équilibre du réseau. Et cette dernière centrale, c'est souvent une centrale au gaz ou parfois au charbon. Donc le prix du gaz et le prix de l'électricité ont été corrélés. Vous voyez une exception ici, c'est l'Espagne et le Portugal d'ailleurs. Ils n'y ont pas eu ce pic en 2022, ce pic de prix, parce qu'ils sont sortis de ce marché européen et qu'ils ont donc limité leur prix. On va revenir sur ce sujet, sur le fonctionnement du marché spot européen. Et encore une fois, aux États-Unis, les prix sont plus bas. Alors là, c'est les prix de détail. C'est pas la même échelle, donc il faut que vous regardiez au bout de l'échelle. Vous voyez qu'ils ont augmenté, que ce soit le gaz ou l'électricité, mais dans des proportions moindres que les prix de gros, parce que les États ont tous mis des limitations. En France, on a eu une limitation l'année dernière à 4% des prix d'augmentation des prix de l'électricité, à 15% cette année. Et d'autres États, comme l'Allemagne par exemple, ont subventionné les clients domestiques. Alors, Thomas faisait allusion aux dirigeants des majors oil and gas. C'est vrai qu'on a repris un petit peu ce qu'ils ont dit en 2020 et ce qu'ils disent maintenant. En 2020, c'était clair que tout le monde s'engageait de manière très résolue vers la transition énergétique. Vous pouvez voir notamment la déclaration du patron de Shell qui dit on va vraiment y aller de manière déterminée. Total a changé de nom pour devenir Total Énergie avec un S pour montrer qu'ils sont sur toutes les énergies. En 2023, il y a un rééquilibrage de ce discours. Je pense que c'est une prise en compte de la réalité, à vrai dire, qui est que on a encore besoin de pétrole et de gaz, et donc il y a rééquilibrage de ce discours. Et je dirais presque, en conséquence de ça, on a vu tout récemment aux États-Unis 2 méga acquisitions par 2 acteurs américains, Exxon qui a acheté Pioneer. Pioneer est un acteur dans le shale oil and gas. Et puis Chevron qui a acheté Hess. Exxon, la transaction était à 60 milliards de dollars et Chevron à 53. Donc c'est très important. Et c'est un mouvement qui va probablement se continuer, un mouvement qu'on a déjà vu dans le passé. Les grosses sociétés pétrolières achètent les plus petites pour acheter des réserves. Ce mouvement de balancier, on le voit aussi au Royaume-Uni. Le Premier ministre a annoncé récemment qu'il donnait de nouveaux permis d'exploitation de gaz en mer du Nord. Donc il y a un certain équilibrage vers un certain réalisme. En fait, les 2 systèmes vont cohabiter, la transition énergétique et les énergies renouvelables. Malgré tout, on ne se passera pas tout de suite de pétrole et de gaz. Alors ce slide est un petit peu pour répondre à la question qu'on s'était posée l'année dernière. Vous vous souvenez, l'année dernière, tout le monde était très inquiet sur l'approvisionnement énergétique. Alors l'Europe avait mis des sanctions sur le charbon russe, le pétrole russe, mais pas sur le gaz russe, parce que l'Europe est très dépendante du gaz
était très dépendante du gaz russe. L'Europe dépendait à 40% pour son approvisionnement en gaz, du gaz russe par pipeline. Hein. Et l'Allemagne dépendait beaucoup plus du gaz russe. Hein. L'Allemagne était vraiment très très liée au gaz russe arrivé par pipeline chez eux. Alors, en fait, c'est pas l'Europe qui a mis les sanctions, mais c'est la Russie. Et progressivement, le président Poutine a fermé les robinets. Et puis, il y a eu aussi le sabotage des 2 méga pipelines, gazoducs, Nord Stream 1, Nord Stream 2. On ne sait pas très bien par qui. Toujours est-il qu'ils ne sont plus en fonctionnement. Donc, plus de gaz russe, en tout cas plus de gaz russe par pipeline. L'Europe s'est avec succès reconvertie vers le GNL, le gaz naturel liquéfié, et vous voyez aujourd'hui que ce sont les États-Unis qui approvisionnent à 46% l'Europe. Mais si vous regardez bien, la Russie continue à envoyer l'équivalent de 12% des besoins européens par LNG. Et d'ailleurs, les États-Unis sont très tentés de mettre des sanctions là-dessus. Hein. Voilà. Alors, une conséquence de ceci, c'est que du coup, des pays comme l'Allemagne, qui n'avaient aucune installation de regazéification du GNL, il faut le regasifier, il arrive sous forme liquide, hein, en ont construit en urgence, ils en ont construit 3, des installations flottantes, ça va beaucoup plus vite. La France aussi en a construit un. Alors, quand on regarde le taux d'utilisation des installations de regasification en Europe, il n'est pas du tout très élevé, hein, il est autour de 30-40%. Alors on se dit pourquoi est-ce qu'on construit des nouvelles installations? Et en réalité, c'est que les flux de gaz sur les pipelines passent des pays qui approvisionnent vers le reste, c'est-à-dire de l'Est vers l'Ouest et du Nord, la Norvège, vers le Sud. Et les flux de rebours, qui passeraient dans l'autre sens, par exemple du Sud au Nord, eh bien, ils sont insuffisants. Et je dois dire, ça doit faire une dizaine d'années dans l'Observatoire qu'on dit qu'il faut les augmenter. Donc, même s'il y a des terminaux de regasification au sud de l'Europe, eh bien, ça ne peut pas alimenter l'Allemagne, par exemple. Alors, il y a un risque là, il y a un vrai risque parce que on voit la consommation de gaz quand même qui n'augmente pas et qui a plutôt tendance à diminuer. Personnellement, je pense qu'elle va diminuer dans le futur. Et il y a un risque que ces nouveaux actifs deviennent à terme des actifs échoués. Je vais maintenant passer la parole à Philippe qui va nous parler des progrès dans les nouvelles technologies. Merci Colette, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous à nouveau pour les nouvelles technologies. Alors on va prendre une première vue qui est une vue très générique qui juste situe les choses. L'électricité dans un scénario net zéro en 2050 devrait représenter 50% de la couverture des besoins en énergie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est à 29 000 TWh dans le monde et on couvre 20% des besoins en énergie. On devrait être à 110 000 TWh, donc c'est une croissance extrêmement forte, 3,5 fois. Le solaire et l'éolien correspondent à 12,2% de l'électricité produite aujourd'hui et devraient, dans les scénarios 2050, produire 75%, couvrir 75% de l'électricité. Le nucléaire a besoin de passer de 390 gigawatts, 400 réacteurs à 870 gigawatts. C'est un challenge extrêmement fort. Et enfin, les réseaux doivent se développer pour transporter toute l'énergie et toute l'électricité produite et passer de 75 millions de kilomètres de lignes à 200 millions de kilomètres de lignes en 2050, 160 millions en 2040 et devenir intelligents. Alors, on va rentrer dans le détail. Commençons aussi par regarder quelles sont les émissions par moyen de production. Alors, de façon très intéressante, les moyens de production qui émettent le moins, c'est l'éolien et c'est le nucléaire. 12 grammes de CO2 par kilowattheure. On a 48 grammes de CO2 par kilowattheure pour la production solaire centralisée, enfin les grandes fermes. Alors pourquoi 4 fois plus que le nucléaire et l'éolien? Tout simplement parce qu'on est sur l'ensemble du cycle de vie. La plupart des panneaux sont produits en Chine avec de l'énergie qui est carbonée et ces panneaux sont par ailleurs transportés. Ça explique cette différence. Et on voit bien que les moyens de production thermique restent à des niveaux très élevés avec le charbon, puis la biomasse et le gaz. Alors,
On va maintenant détailler avec Colette Léviner le solaire, l'éolien, qu'est-ce qui s'est passé, le nucléaire, les batteries, l'hydrogène, les réseaux et aussi le digital. Alors commençons par éolien et solaire. Le premier slide vous montre les niveaux d'investissement qui ont largement augmenté après le trou de 2020 lié à la crise du Covid, mais qui sont restés stables en 2022 par rapport à 2021, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il faut accélérer ces investissements. Alors on voit que le solaire prend le pas sur l'éolien en termes d'investissement. On est aux alentours de 300 milliards de dollars par an. En termes d'investissement décidé sur le solaire et l'éolien, il faut être à un niveau beaucoup plus élevé. L'ensemble des technologies vertes qui seront solaire et éolien, hydraulique, nucléaire, efficacité énergétique, réseau, tout ce qui contribue à l'atteinte des scénarios net zéro représente aujourd'hui 1,8 trillion de dollars par an, là où l'investissement sur les commodités fossiles est aux alentours d'1 milliard de dollars et baisse. Tout ça est soutenu évidemment par les plans nationaux, IRA aux États-Unis, Inflation Reduction Act, REPower EU en Europe et le 14e plan en Chine. Alors, concernant les capacités qui ont été rajoutées, on est dans une année record en 2022. Vous voyez, les deux barres de gauche, c'est l'éolien. Les deux barres de droite, c'est le solaire 2021 et 2022. On n'a pas encore les chiffres 2023. Donc, globalement, il y a une baisse de 19% sur l'éolien et une augmentation très importante, 36% sur le solaire. On voit que l'Europe a une croissance éolien et solaire. La Chine, qui représente à peu près la moitié des nouvelles capacités connectées, a une baisse significative, 21% sur l'éolien et 62% d'augmentation sur le solaire. Les États-Unis sont en baisse dans tous les paramètres. On imagine que c'est l'effet de l'attente de la mise en œuvre des dispositions Inflation Reduction Act qui vont donner normalement un coup de boost sur ces nouvelles commodités. Alors, sur l'éolien et le solaire, on voit que l'éolien offshore en 2022 a été très en dessous, moins 57% et seulement 9 gigawatts. La moitié en Chine, et on a aussi un investissement significatif en Grande-Bretagne et seulement moins 10% sur l'éolien onshore, avec la Chine qui représente plus de la moitié de ces investissements qui sont ensuite répartis sur les autres pays du monde. Alors, passons maintenant au prix. Alors, vous voyez, c'est un schéma qui est un petit peu compliqué, je ne vais pas le commenter en détail. On voit les barres 2019, 2020, 2021, où on avait, sur la partie gauche, c'est l'éolien, sur la partie droite, c'est le solaire, une baisse des prix qui continuait à être significative. Et puis, il y a eu une augmentation des prix qui a été constatée en 2022, début 2023, avec une stabilisation possible en 2024 et au-delà, on verra. C'est lié à quoi? C'est lié principalement au fait que ce sont des commodités qui requièrent beaucoup de capital et que le financement de ce capital avec les taux d'intérêt est beaucoup plus coûteux, que les matériaux sont plus coûteux et que le transport aussi a augmenté. Au global, on arrive à environ 15 à 20% d'augmentation des prix du Levelized Cost of Electricity pour l'éolien et le solaire, en espérant que ces prix vont se stabiliser. On ne sera plus dans la décroissance spectaculaire qu'on a connue avec le développement des marchés. Je repasse la main à Colette pour le nucléaire et l'hydrogène et le stockage. Merci Philippe. Le nucléaire, c'est mon sujet préféré. Donc, effectivement, comme Philippe l'a montré, sur le cycle de vie du nucléaire, le nucléaire émet très peu de gaz à effet de serre. Donc, ça commence à être reconnu. Et puis, le nucléaire peut être considéré comme une énergie domestique. Donc, quand on regarde ces deux points de vue, c'est-à-dire le changement climatique et la souveraineté, le nucléaire revient en force. Dans le commentaire, vous verrez, on revient sur l'idée qu'il y a eu une alliance entre, d'ailleurs initiée par la France, entre 21 pays pro-nucléaire et qui demande aux États un financement pour du nouveau nucléaire. Néanmoins, quand on regarde, eh bien le chart là, c'est les nombres d'installations en construction, le nombre de réacteurs en construction, et vous voyez que la Chine est dominante. Alors, en Europe, enfin, la centrale finlandaise Olkiluoto
a été mise en service en 2022. Les coûts et les délais ont explosé. Hein. Les coûts ont été multipliés par un facteur entre 3 et 4. C'est à peu près 10 ans de retard. Et aux États-Unis, je dirais que la situation n'est pas beaucoup plus brillante avec Westinghouse, avec l'AP1000. Il y a eu le réacteur de Vogtle qui a été mis en service mi-2023 et le deuxième va être mis en service avant la fin de l'année en principe. Et même chose avec des dérives de coûts et de prix. Et en France, nous attendons la mise en service de Flamanville qui devrait avoir lieu mi-2024. Alors, sur quoi va s'appuyer la renaissance du nucléaire, à laquelle je crois personnellement? Il y a 3 ou 4 éléments. Alors, il y en a un que je ne détaille pas, qui est la fusion nucléaire. La fusion, vous savez, on amène 2 atomes de deutérium, enfin d'hydrogène si vous voulez, on les fait fusionner et ça dégage beaucoup d'énergie. Ça, c'est une technologie qui est en devenir. On n'est pas encore, quoi qu'on dise, tout à fait au breakthrough, c'est-à-dire il faut encore plus d'énergie pour fusionner les atomes que l'énergie qu'ils produisent. Donc oui, il y a des startups, oui, il y a un grand engouement. Je crois qu'avant de voir des centrales en service, il faudra bien une quinzaine d'années. Alors, maintenant, sur les réacteurs à fission, c'est ce qu'on a aujourd'hui, hein, sur les réacteurs existants, alors des éléments positifs. D'abord, extension de durée de vie. Ça a été le cas en Belgique, où finalement la Belgique a décidé de garder 2 réacteurs en opération après 2025. L'extension de durée de vie de Tricastin a été obtenue, et bravo. Et probablement, ce sera vrai pour tous les réacteurs 900 MW en France. En revanche, l'Allemagne a fermé ses 3 derniers réacteurs qu'elle avait gardés un peu exceptionnellement ouverts pour l'hiver dernier, alors qu'elle garde ouverts ses centrales au charbon. Bon, c'est ça politique. On parle beaucoup de SMR, de Small Modular Reactors, comme le nom l'indique, ce sont des réacteurs petits et surtout modulaires, 60 MW qu'on va mettre côte à côte, hein, par exemple. Alors, ça a beaucoup d'avantages. D'abord, le financement est moindre, forcément. Ensuite, bon, c'est modulaire, on peut en rajouter. Troisièmement, la taille est telle que ça pourrait remplacer des centrales charbon. Hein. 600 MW, c'est typiquement une centrale charbon. Et puis, ils ont en général de la sûreté passive. Et finalement, il y a un espoir de pouvoir construire des composants en usine, ce qui est plus facile, hein, et de les assembler sur le chantier. Néanmoins, il y a quand même il y a plusieurs sujets qu'il faut traiter. Il y en a un qui est le coût. Et c'est ce qu'on souligne depuis quelques années d'ailleurs. Le coût des études de sûreté entre un SMR et un gros réacteur n'est pas tellement différent. Et vous l'amortissez sur moins de kilowattheure. Hein. Donc c'est plus cher par kilowattheure. Et on a vu un exemple malheureusement récemment, NuScale aux États-Unis, qui était le réacteur le plus avancé, qui avait l'approbation de son design par la NRC, les autorités de sûreté américaines, hein, eh bien, a renoncé à son projet parce que le coût a monté d'un peu plus de 50% et les municipalités de l'Utah, qui étaient le client, ont décidé de renoncer. Donc il y a un vrai sujet. Il faut que les autorités de sûreté de différents pays, et c'est ce qui est en train de se passer en Europe, s'accordent sur la sûreté de ces réacteurs, les exigences de sûreté de ces réacteurs, de manière à pouvoir les construire eux aussi en série et faire baisser les coûts. Alors, l'hydrogène, tout le monde entend parler de l'hydrogène. D'abord, je précise quand même que l'hydrogène n'est pas une énergie, on l'a mis avec les énergies, mais ce n'est pas une énergie. Il vous faut de l'énergie pour faire de l'hydrogène, ça peut être du gaz, et vous avez de l'hydrogène gris, et c'est ce qu'aujourd'hui... et l'hydrogène produit, il est gris, et ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, ou de l'électricité et de l'eau, c'est l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. Alors, c'est vrai que l'hydrogène vert va être une composante importante de la décarbonation, parce qu'il y a certains secteurs comme la sidérurgie, la raffinerie, les engrais, hein, qui ne peuvent difficilement être décarbonés directement par l'électricité, donc l'hydrogène est un très bon vecteur. Il y a, vous voyez ici, le marché de l'hydrogène futur, donc ça existe. Néanmoins, il y a encore des obstacles à franchir. Parmi ceux-là, la disponibilité des énergies vertes. Aujourd'hui, en Europe, on veut des énergies vertes pour remplacer le gaz russe, on veut les développer en soi, etc. Ben, est-ce qu'on en aura assez ?
On a vu, Philippe a expliqué que le coût de ces énergies a arrêté de baisser après une baisse très très spectaculaire. Ensuite, le coût de cet hydrogène vert qui est aujourd'hui, je dirais, 2-3 fois plus cher que l'hydrogène gris. Enfin, le transport à longue distance de l'hydrogène vert n'est pas évident. Si vous le comprimez pour le transporter sous forme liquide, vous perdez beaucoup d'énergie. Donc le mieux, c'est probablement le transporter sous forme d'ammoniac. Alors il y a bien sûr de l'innovation sur ce sujet, innovation dans les électrolyseurs, de la pyrolyse du méthane qui pourrait peut-être être un procédé concurrent à l'électrolyse, de l'hydrogène natif qu'on appelle l'hydrogène blanc qu'on trouve dans le sous-sol. Donc il y aura aussi des progrès par l'innovation. Et enfin, il y a aussi des projets qui sont innovants en tant que tels. Je voudrais en citer juste 2. Un projet qui s'appelle Gravity, qui est dans le sud de la France, où on utilise l'hydrogène vert pour faire un intermédiaire de l'acier qui sera vert, pour par exemple l'industrie automobile. Le surcoût de métal vert pour une Mercedes est totalement négligeable, alors qu'on peut dire qu'une Mercedes électrique sera entièrement verte. Et même chose, un projet sur les engrais. Alors, maintenant, un point important, on a parlé du développement des renouvelables, solaires et éoliens, 75% de l'électricité à long terme. Ces sources d'énergie sont intermittentes, vous le savez très bien, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie solaire, et pareil pour le vent. Donc il faut du stockage. La meilleure forme de stockage, c'est le stockage par pompage hydraulique. Il se développe encore, il peut encore se développer. Néanmoins, tous les pays ne sont pas équipés de montagnes où on peut faire ces barrages à 2 étages pour faire du pompage. Pompage et turbinage. Donc, les batteries permettent de stocker quelques heures d'électricité. Ce sont ce qu'on appelle des batteries stationnaires. Elles sont développées sur les mêmes technologies que les batteries pour les voitures, qui sont aujourd'hui majoritairement lithium-ion et probablement pour un certain temps. Néanmoins, elles n'ont pas les mêmes contraintes, puisqu'une batterie stationnaire, elle peut être très lourde, c'est pas un problème, alors qu'une batterie pour la mobilité, elle ne peut pas être lourde. Donc, il y a ici, vous voyez ici les projets par pays, les nouveaux projets de batteries stationnaires, cette fois-ci. Néanmoins, aujourd'hui, on a 60 gigawattheures de batteries stationnaires installées. Il en faut 10 fois plus à l'horizon 2030, ce qui est une croissance exceptionnelle. C'est pas tout à fait sûr qu'on peut y arriver. Peut-être d'autres couples électrolytiques sont mieux adaptés, puisque le poids n'est pas un problème. Alors ici, on va parler du recyclage des batteries. Les batteries ne sont pas propres ou vertes, comme vous voulez, si on ne les recycle pas. Je crois que ça, c'est très clair. Si vous ne recyclez pas les batteries, vous allez absorber, pour faire ces batteries, une très grande partie des ressources minérales de notre planète. Donc, il faut les recycler. Ça commence à devenir impératif. L'Europe impose un taux de recyclage, et vous le voyez, de différents métaux à l'horizon, je crois, 2030. Et puis, et vous savez aussi que les métaux recyclés, bien sûr, ce sont des métaux qui ont émis sur leur cycle de vie beaucoup moins de gaz à effet de serre que les métaux qu'on va extraire de la mine, puisque l'extraction va générer des gaz à effet de serre. Et donc, il faut les recycler. Là, on voit comment est-ce qu'on démonte les batteries, on les démonte, on sépare, et puis on trouve une poudre noire qui contient les métaux. Alors, vous voyez, on la voit ici sur le slide en arrière-plan, c'est ce qu'on appelle la black mass. La black mass contient un certain nombre de métaux, du cobalt, du manganèse, du nickel, etc. C'est pas toujours le même black mass, puisque ça dépend de l'origine des batteries. Et vous voyez, ce qui est amusant, c'est que ça devient une commodity comme les autres. Et Platts, par exemple, qui est un des fixateurs de prix de beaucoup de commodities, fixe le prix du black mass. Alors, pour revenir aux batteries, il continue d'y avoir... Alors ça, c'est des batteries à la fois pour la mobilité et les batteries stationnaires. Vous voyez le nombre de projets de batteries, de gigafactories de batteries à travers le monde. L'Europe a pris conscience du fait qu'il faut des gigafactories en Europe. Il y a beaucoup de projets. En France, on a réussi à attirer 4 projets de batteries dans le nord, essentiellement dans le nord de la France, et d'ailleurs un projet de recyclage de batteries. Mais néanmoins, vous voyez que là où il y a le plus de gigafactories de batteries, c'est en Asie et notamment en Chine.
Alors, je vais passer la parole à Philippe pour les coûts. Alors, les coûts. En vert, vous avez les coûts des commodités renouvelables. En rouge, les commodités fossiles. Et le nouveau nucléaire est en violet. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on compare les États-Unis à droite et l'Europe à gauche? Premièrement, les renouvelables sont compétitifs avec toutes les autres formes de production d'électricité. On ne considère pas les coûts additionnels du réseau ici. Deuxièmement, le nouveau nucléaire est relativement cher, on le voit. Je reviens une seconde sur les renouvelables. On voit d'une année à l'autre, hein, si on compare à ce qu'on avait montré l'année dernière, l'augmentation des 15 à 20%. On voit que les quantités fossiles ne sont pas compétitives en Europe, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, aux États-Unis, avec les gaz de schiste, les cycles combinés sont compétitifs avec toutes les autres formes d'énergie et vont continuer à être utilisés pendant une certaine période. Concernant les investissements qui sont faits, donc sur la gauche, vous avez les investissements 2011-2016, 2017-2020 et 2020-2023 pour les économies avancées, pour la Chine et puis pour les pays en développement. On voit que les investissements sur le renouvelable ont augmenté, pas assez, on l'a dit tout à l'heure. On voit que les investissements sur le réseau et sur le nucléaire augmentent dans les pays développés. En revanche, sont stables l'investissement sur le réseau en Chine et sont en retrait, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les pays en développement où on a besoin de nouveaux réseaux. On se rappelle qu'il faut investir au moins $1 sur les réseaux quand on investit $1 sur les actifs renouvelables. Et du fait, les réseaux peuvent devenir le talon d'Achille de la transition énergétique. Concernant les réseaux, pourquoi faut-il les développer? Parce qu'il y a une électrification massive, parce qu'il faut étendre le volume des réseaux, connecter des millions d'actifs renouvelables de toute taille, connecter les stations de recharge de véhicules électriques et permettre d'alimenter les pompes à chaleur qui sont une bonne solution pour le chauffage et le refroidissement. Les réseaux doivent devenir intelligents, la flexibilité est absolument clé, ce sont de grands actifs. Et donc, il faut les construire avec les bonnes technologies et lutter contre les différents freins qui sont le permitting, les oppositions diverses. Donc, on voit ici le framework Capgemini qui est assez reconnu sur les réseaux intelligents, avec évidemment le smart metering dans les zones dans lesquelles c'est devenu une obligation, le fait de faire du edge computing ou du network instrumentation pour rendre intelligents les postes et les lignes, d'avoir les control rooms du futur dans les grid operations et faire de l'asset management, et tout étant fournisseur de données et fournisseur de valeur à travers l'intelligence artificielle jusqu'à arriver au digital twin. Alors, je ne vais pas commenter ce slide, il y a différentes fonctions. Par exemple, à travers les données du smart metering, on peut observer les réseaux basse tension et on peut augmenter la performance des réseaux, évidemment, par du digital twinning. On va regarder les investissements. Vous voyez les barres colorées année après année. Les couleurs du bas de ces barres correspondent aux investissements qui ont été engagés par les différents opérateurs de réseau, transport, distribution. On a pris des hypothèses d'évolution liées à la croissance de ces investissements historiques et récentes. Et on voit que sur le haut des barres, c'est l'investissement qui manque aujourd'hui pour être au rendez-vous des scénarios net zéro, et on voit que l'augmentation de ce manque est importante, et donc on en appelle aux opérateurs de réseau et aux régulateurs et gouvernements à faciliter les investissements sur le réseau. Colette, pour le digital. Merci Philippe. Alors le digital, bien sûr, c'est pas une énergie, ça consomme de l'énergie, mais bien sûr, c'est un facilitateur à la transition énergétique. D'ailleurs, transition énergétique, transition digitale vont de pair. Alors pourquoi? Eh bien parce que le digital permet de faire un certain nombre de choses. J'ai mis une photo là de digital twin, de jumeaux numériques d'une turbine ici. Alors, d'une part, il permet d'assurer la véracité des transitions, la véracité des échanges avec le blockchain.
on a beaucoup parlé du smart metering, des réseaux intelligents, donc beaucoup de senseurs, de capteurs sur les réseaux et l'utilisation de l'intelligence artificielle à terme sur toutes ces données. Les très très gros computers permettent déjà et permettront d'avoir des données météorologiques extrêmement fines, et donc on pourra mieux prévoir, ce qui sera une amélioration, la production des fermes éoliennes ou solaires. Alors évidemment, tout ça, ce sont des avantages. L'inconvénient, c'est plus vous digitalisez, plus vous êtes sujet à des risques de cyberattaque. Alors, le revers de la médaille, je dirais, c'est que le digital consomme beaucoup d'énergie. Vous voyez ici que les bitcoins consomment quasiment autant d'énergie qu'un pays comme le Pays-Bas. Et par ailleurs, les centres de données, vous voyez la consommation, elle est extrêmement importante. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut que nous fassions pour diminuer la consommation individuelle des différentes transactions. D'abord au titre personnel, chacun doit faire attention d'éteindre son ordinateur. Les professionnels doivent faire attention de ne pas générer du trafic inutile. Et par ailleurs, je dirais qu'il y a eu des progrès, physiques. Les chips, les microchips ont diminué de manière très importante de taille. Et ça, c'est une économie en termes d'énergie. On est passé de 10 microns à 3 nanomètres, c'est-à-dire un nanomètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un micron. Donc vous voyez qu'il faut des progrès individuels sur chaque transaction, sur les microchips, parce qu'on sait que par ailleurs, le nombre de transactions, le nombre de capteurs va augmenter. Alors pour finir sur la partie nouvelles technologies, un mot sur le carbon capture et storage. C'était une technologie surtout développée aux États-Unis et qui a eu beaucoup de mal à décoller. On le voit ici, et d'ailleurs le nombre d'installations en fonctionnement, c'est le bleu clair, vous voyez que c'est quand même pas beaucoup. Elle est poussée aux États-Unis par l'IRA, qui donne Inflation Reduction Act, qui donne des subventions pour les installations de CCUS, Carbon Capture Usage and Storage. Elle est portée par les majors pétroliers, même les plus petits pétroliers aux États-Unis, parce qu'il y a l'aspect storage et ils peuvent utiliser en quelque sorte les puits pétroliers, notamment les puits pétroliers offshore, pour stocker le CO2. Et d'ailleurs, ça permet de faire remonter un peu plus de pétrole. La Norvège a aussi un projet similaire. L'Europe est en train de s'y mettre. Moi, je crois que c'est très important parce que les centrales au charbon, on continue à en construire 2 par semaine, en Chine par exemple, donc il faudra bien décarboner tout ceci. La Chine est en train aussi à décider d'investir sur le CCUS et ça me semble tout à fait approprié. Alors, maintenant, ça donne une bonne transition sur les sujets de souveraineté. Alors, la souveraineté, je dirais que c'était quelque chose qui avait été oublié. On a beaucoup pensé à la transition énergétique, il fallait que les prix des renouvelables soient bas, l'Europe notamment n'a mis aucune barrière à l'entrée, par exemple sur les panneaux solaires chinois, alors que les États-Unis l'ont fait depuis longtemps. Et tout d'un coup, avec la crise russe, avec la crise sur le gaz russe, c'est devenu un sujet important. C'est de toute façon un sujet important. Alors, il y a une volonté de rapatrier sur les sols nationaux des industries pour être à l'abri, ce que Thomas disait, de la dépendance vis-à-vis d'autres pays et aussi pour réindustrialiser ces régions. Alors, on voit ici, il y a donc chaque pays a fait, ou chaque région a fait une législation. Les États-Unis, c'était l'IRA, Inflation Reduction Act, qui favorise les installations vertes, je dirais, sur le sol américain. Le Canada a fait une législation similaire et l'Europe également. L'Europe a lancé un projet sur les panneaux solaires pour construire des panneaux solaires en Europe qui s'appelle Holosis.
ce qui est une très bonne, ce sera en France d'ailleurs, une très bonne chose. Néanmoins, quand on regarde ici la chaîne de valeur des panneaux solaires, vous voyez qu'il faut du polysilicone, du polysilicium, des lingots, etc. Et vous voyez l'importance de la Chine sur la partie amont, notamment, de cette chaîne de valeur. Donc, je crois que, personnellement, il faut y aller, il ne faut pas se méprendre sur les difficultés que cela va représenter. Alors, la Chine est dominante sur toutes les énergies, d'ailleurs, et on l'a même vu sur le nucléaire, et elle est aussi dominante, elle commence à être dominante sur des énergies renouvelables où elle n'était peut-être pas si importante que ça, notamment sur l'éolien offshore. C'est pour ça qu'on a mis cette illustration ici. Et de manière générale, vous avez les chiffres détaillés. La Chine, en 2022, a investi sur les renouvelables 4 fois plus que les États-Unis. La Chine était très peu présente sur l'hydrogène vert il y a 3-4 ans, ça je peux en témoigner. Aujourd'hui, la Chine a investi en usine pour faire des électrolyseurs. Elle a investi les 2/3 de l'investissement mondial en 2022. Donc, elle s'y est mise. Elle a dédié une région, qui est la Mongolie intérieure, pour faire de l'hydrogène vert. Pourquoi la Mongolie intérieure? Enfin, il n'y a pas que la Mongolie intérieure, mais je donne cet exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vent et que le réseau chinois, et on l'a vu tout à l'heure, les réseaux ne sont pas forcément bien investis, bien robustes. Le réseau de cette région-là ne peut pas absorber toute cette capacité éolienne. Du coup, il y a du curtailment, c'est-à-dire les installations s'arrêtent parce que le réseau ne peut pas l'absorber, donc c'est de l'énergie complètement perdue, elle vaut 0. Et ils colocalisent donc les électrolyseurs et les fermes éoliennes. Donc et donc ça vous permet de faire de l'hydrogène vert, distillent au prix de l'hydrogène gris, et ils font de l'ammoniac qu'ils exportent. Donc c'est juste pour donner un exemple de l'importance de la Chine, à la fois sur son marché intérieur, mais il ne faut pas oublier que le marché intérieur et le marché extérieur de la Chine sont liés. On a vu des années où il y avait surcapacité en Chine, les fabricants avaient mis des hypothèses trop importantes et avaient une surcapacité de production. Eh bien, ils écoulent ensuite les produits sur le marché externe, et c'est aujourd'hui vrai des panneaux solaires. Les fabricants de panneaux solaires se sont plaints récemment que les Chinois envahissaient le marché européen à des prix totalement cassés, moitié prix de ce qu'ils faisaient dans le passé. Alors, on s'en plaint du côté souveraineté, bien sûr on ne s'en plaint pas du côté baisse des coûts des renouvelables. Alors maintenant, un autre sujet où la Chine a une position importante, ce sont les terres rares. Terres rares, elle a une position, elle domine le marché des terres rares. Il n'y a pas eu aujourd'hui d'embargo de la Chine sur les terres rares. Il y a commencé à y avoir un petit peu de menaces sur certaines terres rares utilisées dans les semi-conducteurs, mais pas sur la partie énergie. Et dans d'autres métaux, la Chine, sur ce graphique, est en bleu foncé. Vous voyez que le cobalt est produit essentiellement au Congo et dans des conditions humanitaires qui sont reprochables. Du coup, d'ailleurs, les fabricants de batteries essayent de faire des batteries avec le minimum de cobalt. Et puis le lithium est un sujet intéressant. La Chine n'est pas le premier producteur de lithium, c'est l'Australie, mais la Chine est le premier raffineur de lithium. Et elle raffine à peu près 90% du lithium mondial. Alors en France, on avait dans le temps, il y a très longtemps, Péchinet Métaux Spéciaux qui raffinait du lithium à La Rochelle. Pourquoi on a arrêté? Parce qu'il y avait des rejets légèrement radioactifs et que ça n'a pas été accepté par les populations environnantes. Donc on est aussi nous-mêmes responsables d'avoir envoyé toutes ces productions en Chine. Alors le lithium, de fait intéressant, on trouve du lithium dans l'eau salée, la saumure, en géothermie, quand vous faites des forages très profonds. D'ailleurs, cette année, on n'a pas adressé ni la géothermie, ni la chaleur verte, qui sont des éléments importants de la transition énergétique, mais on le fera l'année prochaine. Donc,
quand vous allez vous forer très profond pour trouver de l'eau très chaude, eh bien vous avez dans ces saumures du lithium. Et en France, on a pas mal de lithium dans l'est de la France. Il s'agira maintenant de le récupérer et de le purifier. Exxon vient d'annoncer qu'il va être un producteur de lithium en 2027 parce qu'il y a du lithium aussi dans les saumures des eaux utilisées lors de l'exploitation pétrolière. Voilà. Donc quand les prix sont élevés, c'est toujours pareil, on trouve de nouvelles ressources. Alors un mot, on en a touché déjà un mot sur l'éolien offshore. Il y a un vrai sujet en Europe sur l'éolien offshore. Pourquoi? Eh bien, parce que pour baisser les coûts de l'éolien offshore, les fabricants d'éoliennes, notamment Vestas, qui est un grand fabricant danois, aussi vous avez Siemens Gamesa, qui est aussi un grand fabricant, GE, en France, a des usines en France, eh bien, ces fabricants d'éoliennes offshore augmentent la taille des éoliennes. Alors, vous voyez ici les comparaisons sur les tailles d'éoliennes avec les très grands bâtiments qu'on connaît. Eh bien, tout ça nécessite des coûts de recherche-développement. Par ailleurs, les coûts des matériaux, du transport, etc. ont augmenté, le coût du capital a augmenté. Donc, naturellement, les coûts de l'éolien offshore devraient augmenter. Mais, par ailleurs, les clients, en quelque sorte, les utilities qui veulent gagner des projets d'éolien offshore ont tendance à pressuriser leurs fournisseurs pour qu'ils baissent les coûts, les prix. Et voilà, donc ils sont pris en sandwich. Et ceci résulte dans des difficultés financières pour Vestas, pour Siemens Gamesa qui a demandé une aide du gouvernement allemand officiellement là, et par ailleurs par l'abandon de projets offshore gagnés. Par exemple, Vattenfall a abandonné un projet qu'il avait gagné. On voit des abandons de projets également aux États-Unis parce que ce n'est pas rentable. Tant que les coûts de l'éolien offshore baissaient, comme ces projets ne se faisait pas tout de suite, la utilities pouvait promettre des prix bas puisqu'elle savait qu'entre-temps les prix baisseraient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est un sujet. Et si on veut garder la souveraineté de l'éolien offshore en Europe, eh bien, il faut que les gouvernements s'en préoccupent. Alors, dernier point qui n'est pas négligeable, c'est la réforme du marché de l'électricité, du marché spot de l'électricité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les prix, pendant la crise de 2022, les prix de l'électricité ont été liés au prix du gaz. Ce qui fait que certains pays, comme la France, qui ne produisent quasiment pas d'électricité à partir de gaz, ont vu les prix s'envoler et ceci a créé une réaction au niveau européen et l'Europe a demandé à la Commission européenne de réformer ce marché de l'électricité. Alors, vous voyez ici les différents objectifs. Je crois qu'un objectif important, et c'est une révolution, je dirais, du point de vue de l'Europe, c'est de dire qu'on veut favoriser les contrats à long terme. Et c'est très important. On est dans une énergie, dans un secteur où les investissements en énergie sont des sujets de long terme. C'est naturel d'avoir des contrats de long terme. Et donc, l'Europe dit on veut favoriser à la fois les PPA, les Power Purchase Agreement, on va revenir dessus dans 2 minutes, et les CFD, les Contract for Difference. D'ailleurs, il faut dire que le Royaume-Uni a été précurseur, car ça fait quelques années qu'il a fait un CFD pour les centrales nucléaires de Hinkley Point. Il y avait des dissensions, des tiraillages franco-allemands, je ne reviens pas dessus, ça a été réglé. Et je crois que ce matin, il y aura une annonce pour dire que l'État français et EDF se sont mis d'accord sur la suite de l'ARENH, donc l'ARENH qui s'arrête fin 2025, et la suite de l'ARENH, vous pourrez voir ça dans la presse. Voilà, alors juste un mot pour montrer que ces fameux contrats de PPA sont en augmentation. Ça a été à l'origine des contrats aux États-Unis, mais vous voyez que d'autres régions s'y mettent. PPA, c'est donc un B2B entre un développeur d'énergie renouvelable, par exemple un développeur de champs éoliens, et une entreprise qui veut acheter cette électricité verte, qui a l'avantage d'être, d'une part verte bien sûr, mais d'avoir un prix prévisible. Et alors qu'on a vu beaucoup de mouvements à la hausse, essentiellement sur les prix spot de l'électricité.
Voilà, je vais passer la parole maintenant à Philippe qui va nous parler du chemin à parcourir. Merci Colette. Alors le chemin à parcourir, tout à l'heure on a vu une vision hélicoptère. Là, on vous a préparé 2 tableaux. Je ne vais pas rentrer dans chacune des lignes sur les technologies propres, éolien solaire, nucléaire, hydrogène, stockage, et on verra la suite. Les colonnes montrent où est-ce qu'on en est en termes de parc ou en termes de vitesse de production ou d'installation. La tendance, où est-ce qu'il faut être en 2030, où est-ce qu'il faut être en 2050, et un indicateur de est-ce qu'on est au rendez-vous. Alors clairement sur l'éolien, les investissements baissent, la production baisse, on n'est pas du tout au rendez-vous. 75 gigawatts installés l'année dernière. Sur le solaire, il y a une accélération sensible, mais il faut être multiplié par 3 pour être au rendez-vous des 600 gigawatts nouveaux commissionnés chaque année en 2030 ou en 2050. Sur le nucléaire, c'est vraiment un challenge d'augmenter le parc de 2,5 fois d'ici 2050. Sur l'hydrogène bas carbone, quand on dit bas carbone, c'est pas seulement produit à partir de solaire et éolien, mais aussi de nucléaire par exemple. On est à 700 000 tonnes par an et il faudrait qu'on produise 125 millions de tonnes par an dans 7 ans. Donc on voit bien le niveau du challenge, on n'est pas au rendez-vous. Sur le stockage, donc le stockage à partir de STEP, station de turbinage et pompage, le potentiel existe mais il est limité. Et sur le stockage, alors c'est pas multiplié par 10, Colette, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais multiplié par 100 qu'il faut intervenir pour être passé de 60 gigawattheures, qui est le parc d'aujourd'hui, à 6000 gigawattheures en 2050. Concernant maintenant le transport électrique, là la bonne nouvelle c'est que 10 millions de nouveaux véhicules électriques ont été mis sur la route en 2022. Le parc global est de 26 millions, qui est une accélération très significative et qu'il y a un vrai espoir d'atteindre les volumes. Alors évidemment, il faut que l'électricité qui soit mise dans les batteries soit propre. Ça, c'est la condition sine qua non. Et on voit par ailleurs que le développement des pompes à chaleur s'accélère aussi. Carbone capture, on n'est pas du tout encore au rendez-vous, mais il y a un potentiel et il y a les grands acteurs qui, notamment dans le pétrole, s'y mettent de façon ardente. Et puis l'efficacité énergétique, il y a des progrès qui sont faits. Il y a une réduction aujourd'hui de 0,6% par an. Il faudrait qu'on soit à 3,5%, mais il y a un mouvement qui s'est enclenché, comme on l'a montré. Concernant le consommateur, il aura un véhicule électrique, il aura une pompe à chaleur, il va être de plus en plus attiré pour produire lui-même, notamment pour la question des prix qui ont largement augmenté, 58% entre 2008 et 2022, et avec des moments de pic ou des moments où les États sont intervenus pour préserver les prix. Il y aura une intégration de toutes ces capacités à la maison avec du smart home, avec de la batterie, au-delà des panneaux solaires. Et l'Institut environnemental européen estime que jusqu'à 60% de l'électricité qui pourra être produite en 2050 pourrait être produite par les consommateurs eux-mêmes. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle pour la transition énergétique, mais c'est une menace pour les utilities si elles n'y prennent garde, qui, tant côté production que côté acheminement transport, que côté fourniture, peuvent être menacées par ces mouvements. Alors, combien ça coûte tout ça? On a cherché, on n'a pas trouvé de chiffre qui le dit. On a vu qu'il y avait un investissement d'à peu près 2,5 trilliards de dollars par an sur les technologies bas carbone. Il faut tripler cet investissement, donc 5,2 trilliards. Il faut prendre des mesures d'adaptation, Colette va revenir dessus, dont le coût estimé est environ 1 trilliard par an de dollars. Et il faut développer l'économie circulaire, ce qui est incontournable, notamment pour préserver les ressources de la planète, avec un investissement qui s'approche du trilliard. Et puis, il faut aider les pays. On voit bien que le dialogue qui est en cours pour préparer la COP28, les pays en développement, on n'est pas du tout au rendez-vous qui avait été fixé des 100 milliards de dollars des pays développés aidant les pays en développement. Le total, alors il y a différentes sources qui nous ont permis de produire ces chiffres, le total, ça fait environ 7 trilliards de dollars par an. C'est 7% du PIB mondial.
C'est énorme. On est aujourd'hui à 2,5%. Donc ça doit devenir une priorité. Une priorité parce que les compagnies vont investir dans ce sens, parce que les gouvernements vont aider avec différents mécanismes, parce que les agences de notation vont mettre en lumière les acteurs les plus vertueux. Et puis il y a un côté économique, c'est que tout cet investissement public, en général, il produit des résultats, il booste l'économie, il crée des emplois. 5 millions d'emplois par an, à peu près, pourraient être créés par la transition énergétique, qu'on limite les effets des événements climatiques. Le coût des événements climatiques est évalué par le GIEC entre 5 et 10% du PIB annuel. Alors évidemment, on ne va pas limiter tous les événements climatiques, on voit qu'ils se multiplient, mais on peut limiter leur volume si on est au rendez-vous. Donc il y a aussi une source économique ici, et puis le coût des assurances. Donc c'est un vrai sujet. Et retenez ça en tête, ça doit devenir une priorité des États. Merci Philippe. Donc Philippe a dit que la route sur net zéro carbone en 2050 sera très difficile et bon, on va peut-être y arriver, mais c'est quand même pas tout à fait sûr. Et donc on a parlé dans tout ce qui a précédé de ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour adoucir, pour diminuer les émissions de CO2. Néanmoins, je pense personnellement qu'il faut réfléchir aux mesures d'adaptation. Alors, l'adaptation au changement climatique, je crois qu'il y a quand même deux grands messages. Le premier, c'est qu'il faut y réfléchir sur tout le cycle de vie. Vous avez vu l'importance de réfléchir sur le cycle de vie, que ce soit sur les émissions de CO2 et ici, sur le cycle de vie des installations. C'est-à-dire du design à la construction et à l'opération. Je donne toujours le même exemple. Quand il y a eu le tsunami au Japon de Fukushima, on en parle de Fukushima, il y avait un tsunami, après il y a eu le problème de la centrale de Fukushima. Il y en a une centrale nucléaire qui était beaucoup plus près de l'épicentre et qui n'a eu aucun problème. Pourquoi? Bien parce que sur la centrale de Fukushima, les moteurs diesel de secours qui permettait d'actionner les pompes, qui permettait de refroidir la centrale, a été mis à même du sol pour des questions d'économie. Le design de l'autre centrale, eh bien, les moteurs diesel étaient en hauteur, le tsunami est arrivé juste en dessous, ne les a pas noyés, et il n'y a pas eu de problème de refroidissement de la centrale. Donc ça, voilà un exemple typique de la réflexion en amont. Et puis bien sûr, il faut réfléchir aussi aux aspects opération. Par exemple, s'il y a des pluies diluviennes, eh bien, il faut faire attention à ce que les barrages résistent, à ce qu'on puisse relâcher de l'eau pour éviter de trop forcer sur les structures des barrages. On a vu, par exemple, alors c'est pas un événement climatique, c'est entendu, mais que le bombardement du barrage en Ukraine a créé des milliers de kilomètres carrés de terre inondée et des conséquences humaines très importantes. Et puis, je crois que le deuxième sujet, c'est que il faut investir assez tôt. Et là, il y a des études qui montrent que chaque dollar investi dans l'adaptation permet d'économiser 6 dollars s'il y a un événement climatique important. Donc, le changement climatique va se traduire probablement par deux choses. La première, une augmentation de la température de la planète, et ça va impacter les centrales dites thermiques, y compris le nucléaire, qui ont besoin d'une source froide. Et si ces installations sont en bord de rivière, eh bien, elles ne peuvent pas trop réchauffer l'eau des rivières parce que ça devient insupportable pour la faune et la flore qui sont dans les rivières, et qu'il faut donc réfléchir à aménager ces installations. Et le deuxième, ce sont les événements climatiques exceptionnels. On a déjà vu ça avec l'événement de froid très important au Texas il y a quelques années, les grands ouragans en France récemment. Là, le réseau est probablement celui qui est le premier impacté, et la résilience du réseau est quelque chose de très important. Le réseau pourrait être le talon d'Achille de la transition énergétique, et à la fois la résilience du réseau et la rapidité de la remise en service du réseau. Juste un petit mot encore sur les événements climatiques. Les feux de forêt qu'il y a eu au Canada en début de cette année, eh bien, ont augmenté de manière non négligeable les émissions de CO2 de notre planète.
Donc, je pense qu'il faut penser aux mesures d'adaptation. Il faut les inclure, c'est ce qui est fait de plus en plus, dans les études de risque. Chaque année, le comité dans les entreprises, les comités d'audit et de risque regardent les risques. Moi, je vois personnellement que de plus en plus, le risque climatique est inclus. Et c'est pas seulement d'inclure le risque, c'est d'inclure en même temps les mesures qu'on veut prendre pour éviter les dommages. Voilà, je crois qu'on a réussi à faire cette présentation en à peu près 1 heure. Thomas va commencer sur les conclusions et puis je continuerai. Donc pour aller, non, tu peux le garder. Pour aller vite, quelques messages clés là, que je retiens de cette présentation. Le premier, c'est que la consommation électrique va plus que quadrupler d'ici à 2050, avec une part importante de l'éolien et du solaire dans ce mix. 2022, on a vu, a été une année record en termes de développement de renouvelables, mais on voit qu'on ne va pas assez vite. Et se pose la question là, de la hausse du coût récent de ces énergies. Et on espère qu'elles ne vont pas nous couper durablement dans notre élan et on espère que ça ne va pas s'installer davantage. On voit aussi que pour faire face donc, à cette augmentation de besoins d'électricité, il va falloir développer également fortement notre production nucléaire et que pour supporter ce système, les réseaux vont devoir être renforcés, rendus plus intelligents pour faire face à la multiplication des sources d'énergie distribuées, mais aussi le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Dernier point, je retiens, c'est que ravivé par les crises récentes, on voit que la question de la souveraineté industrielle, mais aussi énergétique, revient au centre du jeu, et elle nous pense à penser les chaînes d'approvisionnement différemment, et on voit que les questions du recyclage, notamment sur les batteries, viennent très très tôt dans les phases de développement des technologies, ce qui est un petit peu nouveau. Ok, je vais enchaîner. Donc, souveraineté, on l'a pas mal développé. La Chine investit beaucoup dans toutes les technologies vertes. Hein. Elle a une position dominante. C'est bien d'ailleurs qu'elle investisse pour son propre usage dans les technologies vertes. Néanmoins, si les pays veulent garder de la souveraineté sur un certain nombre d'équipements, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les turbines éoliennes, etc., eh bien, il faut que les gouvernements et je dirais les régions, comme l'Europe, se préoccupent de ces questions-là. Ensuite, l'hydrogène, oui, il y a une demande à terme d'hydrogène vert. Hein. Aujourd'hui, il y a des difficultés à surmonter, la disponibilité d'électricité dite verte, et heureusement maintenant en Europe, finalement, l'Europe a reconnu le nucléaire comme une électricité verte produisant de l'hydrogène vert, et par ailleurs, la compétitivité de l'hydrogène vert mérite d'être améliorée. On a un exemple en Chine où ils y arrivent. Hein. Il y a aussi, bien sûr, la rapidité de l'adaptation de notre société. Ces sujets d'énergie sont des sujets très sensibles. Lorsqu'il faut acheter une voiture électrique parce qu'on n'aura plus le droit d'utiliser sa voiture à combustion interne, eh ben, ça coûte de l'argent et tout le monde ne peut pas se le payer. Et c'est une composante très importante du chemin vers le net zéro carbone. Philippe a mentionné et a insisté sur le fait que bon, les technologies sont là, hein, plus ou moins. Il y aura peut-être la fusion, mais pas pour demain matin. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près toutes les technologies nécessaires. L'acceptation du public n'est pas toujours là. Et par ailleurs, il faut augmenter les financements, quelle que soit la source de ces financements, que ce soit public ou privé. On est très en retard là-dessus. Et puis, les mesures d'adaptation de nos infrastructures sont importantes et il faut y penser très en amont. Et très en amont veut dire au stade de la conception des installations. Voilà, alors 2024, qu'est-ce qui va se passer en 2024 c'est pas évident. Je dirais qu'il y a beaucoup d'incertitudes géopolitiques, la guerre Ukraine-Russie, bon, les tensions importantes au Moyen-Orient. L'inflation n'est pas encore complètement maîtrisée. Est-ce qu'on va rentrer dans une situation économique plus difficile? Je pense que oui.
Par ailleurs, il y a aussi tous les événements de la souveraineté. Est-ce qu'on va arriver à regagner un peu de souveraineté énergétique? Peut-être la bonne nouvelle, si on pense à ce même exposé l'année dernière, on avait peur de l'hiver en Europe. Je pense qu'on aborde l'hiver dans de meilleures conditions du côté à la fois gaz, puisque les réservoirs sont pleins, et du côté électricité, puisque EDF est en cours de résolution des problèmes de corrosion sous contrainte, et vous voyez que le nombre de centrales, de réacteurs nucléaires disponibles est nettement plus important cette année que l'année dernière. Donc on peut être plus confiant sur le passage de cet hiver, à condition qu'il ne fasse pas très 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 froid. Voilà, le mot de la fin, c'est pour Thomas. Ouais, donc en somme, ce qu'on voit, c'est qu'on doit évidemment répondre à l'impératif de développement durable, mais on doit le faire tout en préservant notre souveraineté industrielle et énergétique, tout en rendant la transition accessible et acceptable économiquement pour nos concitoyens. Donc un vaste programme, et qui est aujourd'hui quelque chose qui est au quotidien. Enfin, chez Capgemini, on a fait de ça notre quotidien, et c'est pour ça qu'on aide nos grands clients à aller vers plus de sobriété et d'efficacité énergétique. On les aide à exécuter plus rapidement et en qualité leurs grands projets de développement d'actifs et d'infrastructures qui sont nécessaires à la transition, à renforcer et à rendre plus intelligents les réseaux pour faire face à la décentralisation de la production, à sécuriser toutes les chaînes d'approvisionnement des technologies bas carbone, et puis enfin développer des écosystèmes industriels et des filières de recyclage. Et notre intime conviction, vous ne serez pas surpris si je le dis, mais c'est vraiment une conviction, c'est qu'il n'y aura pas de transition climatique, écologique et énergétique sans faire appel au formidable potentiel qu'offre le digital, la data, la technologie, pour relever ces défis qu'on a évoqués ce matin. Donc maintenant, je pense qu'on va passer à la séquence de questions. Je me tourne vers la petite interface et j'ai une question, je pense, tu disais que le nucléaire, c'était ton sujet. Il y a une question sur l'uranium. Pour le développement du nucléaire, comment sommes-nous limités par les réserves d'accès à l'uranium ? Bon, c'est une très bonne question. Je dirais forcément, oui, il faut de l'uranium pour faire tourner nos centrales nucléaires. Mais comme dans toute industrie, on recycle donc une partie. En France, on utilise le plutonium qui est produit dans les réacteurs nucléaires sous forme de MOX, donc on recycle ça dans les centrales, donc ça évite une économie d'uranium frais, si vous voulez. Par ailleurs, l'uranium est une ressource qui est assez bien distribuée sur la planète. Il y en a un peu partout. Bien sûr, toutes les mines ne sont pas rentables. Il y en avait en France, on a fermé les mines en France il y a pas mal d'années. Donc, c'est relativement bien réparti. C'est pas du tout le même sujet que sur le pétrole, par exemple, qui est très concentré. Par ailleurs, l'uranium est une énergie extrêmement concentrée. Donc, on peut faire des stocks d'uranium pour plusieurs années. En France, on a des stocks d'uranium pour plusieurs années si plus personne ne nous vend de l'uranium. Donc, ça permet d'atténuer les problèmes d'accès aux ressources de l'uranium. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce coup d'État au Niger, que la France est dépendante, je crois, 20% de son approvisionnement au Niger, mais néanmoins, les prix de l'uranium ont un peu monté, mais ça n'a pas été ça s'est pas enflammé. Il y a d'autres pays, le Kazakhstan, le Canada, l'Ouzbékistan, l'Australie, enfin il y a d'autres pays d'approvisionnement. Et enfin, juste dernier point, le prix de l'uranium intervient pour très peu dans le prix final du kilowattheure nucléaire. Pour quelques pourcents, l'essentiel du prix du coût du kilowattheure nucléaire est à 80% l'investissement, le coût du capital investi. Voilà, donc oui, c'est important, mais il y a beaucoup de mesures qui permettent d'atténuer cette dépendance. Tiens, on va parler de ressources. Quand vous parlez de métaux rares, oui, des ressources, mais qu'en est-il des compétences ? Alors, des métaux rares, mais les compétences sont rares, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On voit qu'on est dans un monde en transformation. Déjà, on voit bien que le digital va quand même transformer beaucoup les métiers. On a besoin de compétences dans l'énergie. Il faut les former. Un expert, c'est pas au bout même à la fin de ses études qu'il est expert. Il y a aussi toute une phase de formation sur le terrain.
Et je regardais récemment sur le nucléaire, quels sont les besoins du nucléaire, si on va faire à la fois maintenir les centrales existantes. En France, on a le programme de grand carénage qui nécessite beaucoup d'investissements et beaucoup de ressources. On aura les nouveaux réacteurs, les gros réacteurs, on aura les SMR, etc. Et donc, il y a tout un programme qui est fait par le GIFEN, qui est le regroupement des industries nucléaires, pour s'adresser au monde de l'éducation, pour former, alors on dit qu'il faut 100 000 compétences dans le nucléaire à tous les niveaux. Aujourd'hui, on voit que les soudeurs, par exemple, sont une compétence rare. Donc, c'est à tous les niveaux, au niveau technique, des bacs techniques, au niveau des chaires universitaires. Et puis, il y a ce qui est irremplaçable, la formation sur le terrain. Donc, que les gens viennent, apprennent et deviennent petit à petit maîtrisent petit à petit ces sujets, deviennent des grands chefs de projet ou des experts dans certains sujets du nucléaire. L'évaluation globale du besoin en compétences, c'est à peu près 5 millions par an. C'est l'Organisation internationale du travail qui le dit. Et si on rajoute à ça les départs en retraite et ceux qui ne seront pas au rendez-vous des nouvelles technologies, digitales notamment, c'est probablement 2 fois plus, environ 10 millions. Donc il faut les former. Et n'oublions pas les compétences que j'évoquais tout à l'heure, de data, de tech, de digital, qui vont devenir de plus en plus cœur de métier et que les grands énergéticiens doivent intégrer dans leur modèle de compétences. Ça va bouleverser notre société, c'est évident. J'ai une dernière question. Plusieurs technologies ont été abordées, mais avez-vous balayé l'ensemble des technologies bas carbone de la transition ? Non. Non, désolé, en 1 heure on ne peut pas. Même si le rapport est très impressionnant, on ne peut pas. Je disais tout à l'heure qu'on a, volontairement, parce qu'on ne peut pas tout couvrir, je pense qu'on a cette année laissé de côté les technologies de chaleur verte. Pourquoi je pense que c'est important ? C'est parce que on a vu que les renouvelables produisent de l'électricité, donc il faut équilibrer le réseau. On voit que ces problèmes aujourd'hui de stockage sont pas toujours évidents. Il y a encore pas mal il y aura de plus en plus de curtailment, c'est-à-dire l'électricité qu'on peut pas mettre sur le réseau, qu'on pourrait produire mais qu'on peut pas mettre sur le réseau. La chaleur verte a le gros avantage d'être stockable. Donc, ça peut être une chaleur produite par de la biomasse et ça peut être la géothermie. Vous savez que la France a aujourd'hui lancé un plan géothermique. C'est de la géothermie en profondeur, donc des forages de 2000 mètres, par exemple, de profondeur pour avoir de l'eau très, très, très chaude. Et vous avez, alors ça va alimenter, même la géothermie intermédiaire, alimenter les réseaux de chaleur. Et puis, vous avez vraiment la géothermie de surface, qui est un très très bon complément aux pompes à chaleur. Et donc ça, c'est de la géothermie plus individuelle. Donc il y a tout ce sujet à couvrir. C'est en développement, mais je pense que ça fait partie de la transition énergétique. Moi, il y a des gens qui me demandent, et quand je réponds ce que je réponds, ils sont très déçus. Quelle est la technologie qui va permettre la transition énergétique ? Et ma réponse, c'est le mix énergétique, le mix technologique. Il faut toutes les technologies pour arriver à la transition énergétique, plus bien sûr le financement, l'acceptation du public. Mais il faut un peu de toutes les technologies. Une question plus prosaïque, où pouvons-nous nous procurer le rapport ? Alors, le rapport va pouvoir être envoyé à tous ceux qui ont participé, ainsi qu'une copie de ces slides. Prochainement, il sera officiellement publié dans environ 2 semaines. Mais vous allez pouvoir bénéficier de ce rapport dès aujourd'hui ou demain. Il va vous être envoyé automatiquement. Ok. Une question un peu ironique, je pense, en tout cas qui est légitime. Sommes-nous confiants sur la construction des nouveaux réacteurs français dans le temps, quand on voit les retards sur Flamanville 3 ? Alors c'est vrai que elle n'est pas évidente, celle-ci. Non, c'est un challenge, c'est un vrai challenge. Je crois que les choses sont prises sérieusement par EDF, qui sera l'opérateur, qui sera bien sûr le constructeur et l'opérateur. Il y a un problème de compétences. Il y a un problème de financement. Aujourd'hui, le financement du nouveau nucléaire n'est pas clair, donc il faudra je pense qu'il y ait un financement à la fois d'EDF et probablement public en même temps. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'il faut traiter. Donc oui, c'est un challenge, mais je pense qu'on va y arriver. Très clair. Je suis en train de balayer, je n'ai pas d'autres questions, je n'ai pas filtré.
Ben voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre présentation. Tout à fait. Ça fait déjà quand même 1h15. Donc, on vous remercie pour votre attention. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les envoyer par email et on serait content d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à la présentation de la 25e édition du WEMO. Merci. Merci à tous. Belle journée. Merci.